Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. C'est la rentrée des classes, donc bienvenue à tous pour cette 23e saison des Rendez-vous de la Baule. La saison dernière, nous avons beaucoup parlé de politique, puisque nous avions commencé avec Roselyne Bachelot, nous avons reçu la présidente de l'Assemblée nationale et nous avons reçu 2 premiers ministres, enfin un ancien et un proche et un nouveau. Qui va peut-être devenir ancien aussi d'ailleurs, peut-être, on ne sait pas, on verra. Et bien cette année, nous ouvrons notre 23e saison en parlant également politique avec un des meilleurs spécialistes de la Ve République, qui est Patrice Duhamel. Alors la saison est en train de se faire. Si vous avez vu le site internet, il n'y a pas beaucoup de rendez-vous. Ce n'est pas ma faute, c'est qu'au Palais des Congrès, figurez-vous, il y a des congrès. Et il y en a même beaucoup, et ce qui fait que je n'arrive pas à trouver des dates. Mais enfin, il y a cette date de ce soir. Le 8 décembre, nous recevrons un ancien ambassadeur de France. Il a été ambassadeur en Russie, il a été ambassadeur au Vietnam. Et comme il est ancien ambassadeur, il va pouvoir parler. Il va pouvoir dire des choses. Donc, ce sera intéressant d'avoir son analyse. Je voudrais également vous donner une date qui n'est pas encore sur le site internet, c'est le 9 février, nous recevrons le juge Trévidic, Marc Trévidic, que nous avions reçu il y a 10 ans. À l'époque, il était juge au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, et maintenant il est président de chambre à la cour d'appel de Versailles. À l'époque, il publiait un livre intitulé Qui craint le petit juge, ou je sais pas. C'était sur les rapports entre la justice et la politique. Eh bien, là, le prochain livre qui sort demain, qui s'intitule « Justice présumée coupable », et il raconte de l'intérieur l'effondrement du système judiciaire français. Alors, ce sera peut-être intéressant d'en parler ensemble, en tout cas de réfléchir à ces questions. Ce soir, nous allons parler d'une affaire qui aurait pu avoir lieu, mais qui n'a pas eu lieu, grâce au secret qui a été gardé sur un document extraordinaire dont Patrice Duhamel raconte l'histoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir Patrice Duhamel. On se tutoie ou on se vous voit? Il me demande est-ce qu'on se tutoie? Comme vous voulez. C'est comme disait François Mitterrand, comme vous voulez. Alors, je profite aussi pour vous dire que, vous le savez peut-être, Patrice Duhamel est l'heureux époux de Nathalie Saint-Cric. Et d'ailleurs, vous êtes venus ensemble, tous les deux, régulièrement à la Baule. Et Nathalie publie... Pendant 20 ans. Et Nathalie publie son prochain roman au mois de mars. Et elle viendra nous en parler aussi. C'est un roman où il est question d'un fait divers. Mais on n'en sait pas plus. Enfin, moi, j'en sais pas plus, en tout cas. Bon, tout va bien? Tout va bien. Vous avez des problèmes de train? Oui, mais c'est pas grave. Bon. Et donc, on est là pour parler d'un livre qui a fait beaucoup parler sur une photo qui n'a pas fait beaucoup parler pendant 50 ans et qui, depuis 1994, fait beaucoup de parler. C'est la photo qui a été prise le 15 octobre 1942 à l'Hôtel du Parc à Vichy entre François Mitterrand, 26 ans, et le maréchal Pétain, 86 ans. Et cette photo, vous l'avez vue, vous, simplement en 1994. Lorsque le livre de Pierre Péan est sorti. Et pourquoi avez-vous voulu, maintenant, 30 ans plus tard, en raconter l'histoire? Qu'est-ce qui vous a pris? Alors, ce qui m'a pris, c'est 3 choses. La première, c'est... Je connaissais très bien Pierre Péan. On avait été journaliste économique ensemble et on avait un peu parcouru le monde parce qu'on suivait les crises pétrolières. Lui, il était à l'agence France-Presse. Moi, j'étais à l'ORTF à ce moment-là. Donc on se connaissait bien. Je savais qu'il faisait ce livre. Je savais qu'il le faisait avec beaucoup de rencontres, à partir de beaucoup de rencontres avec François Mitterrand, plus d'une dizaine, parce que Mitterrand avait envie de dire non pas la vérité, mais sa vérité avant de quitter l'Élysée, puisqu'il savait que le livre sortait à l'automne 94 et que lui partait en mai 95.
et qu'en plus il était en très 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 mauvaise santé. Et donc il voulait absolument dire un certain nombre de choses. Pardon, il avait raconté un petit peu cette histoire dans un livre qu'il avait fait avec un certain Alain Duhamel, Oui. qui s'appelait Ma part de vérité. Avec un gros mensonge, mais C'est j'y ça. reviendrai tout à l'heure, Oui. par omission. En 69. En 69, absolument. Bon. Et donc, je ne savais pas, Péan ne m'avait pas dit qu'il avait cette photo. Et je lui ai posé la question après, je lui ai dit, mais je savais beaucoup de choses sur ce que tu m'avais dit, mais je ne savais pas ça. Et il m'a dit, oui, je t'en ai pas parlé, parce qu'en réalité, j'ai récupéré cette photo par hasard. Le hasard dans la vie, c'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Et quelques mois, il était quasiment en train de terminer son livre et de l'envoyer à l'éditeur. Sur la photo, il y a au milieu un monsieur derrière qui s'appelle Marcel Barrois, qui, comme François Mitterrand, s'est évadé d'un stalag où il a été fait prisonnier en 1940. La différence de François Mitterrand, quand il est arrivé à Vichy, il était déjà résistant. Enfin, il est devenu résistant tout de suite en arrivant à Vichy, ce qui n'a pas du tout été le cas de François Mitterrand. Et Pierre Péan a cherché à joindre la famille de ce monsieur Barrois, qui a été arrêté par la Gestapo en 1944 et qui est mort dans un convoi pour Dachau, qui était un héros de la résistance. Et Péan a réussi à trouver sa veuve, qui était très âgée. Il l'a appelé au téléphone et il lui a dit: est-ce que vous auriez un document avec votre mari et François Mitterrand? Et elle a dit: je vais chercher, je vais garder dans les affaires de mon mari, dans le grenier de la maison. Et elle l'a appelé 3 jours plus tard et elle lui a dit: oui, j'ai trouvé une photo où ils sont tous les deux, mais peut-être que ça vous intéresse, parce qu'il y a une troisième personne sur la photo, c'est le maréchal Pétain. Bon, bien entendu, il a récupéré la photo tout de suite, qui donc était secrète depuis 52 ans, à quelques semaines près, hein, puisque là, le livre sort le 1er septembre 1994, et que le livre est un événement mondial. Ce n'est pas un événement français, c'est un événement mondial. Une photo de Mitterrand très respectueux, ayant demandé audience à François Mitterrand. Il travaille à ce moment-là dans une organisation qui aide les prisonniers de guerre qui reviennent en France, et notamment à Vichy. Et c'est une rencontre qui a une vraie signification pour lui. Ce n'est pas une rencontre par hasard comme ça. Il a demandé une audience. Oui. Il a demandé une audience, il a obtenu une audience. Voilà, peut-être on reparlera de Mitterrand à Vichy, oui. Je ne vais pas tout raconter comme ça d'un seul coup. Mais donc c'est la première raison. Cette photo, elle me stupéfait parce que j'en avais absolument jamais entendu parler. Comment une photo comme ça, qui aurait donc changé le cours de la Ve République, même aujourd'hui, les amis de Mitterrand, en dehors de ceux qui sont furieux contre moi parce que j'ai fait ce livre, disent oui, si cette photo était sortie, ça aurait quand même été pour lui assez catastrophique. La deuxième raison, c'est que ça permettait de... Quand j'ai su ce qui s'était passé, je vais y revenir tout à l'heure, avec De Gaulle, Pompidou, Giscard et Chirac quand il est Premier ministre de Mitterrand, là, je l'ai su progressivement, mais à ce moment-là, je dirigeais des grosses boîtes, Radio France, France Télévisions. Je n'avais pas le temps d'écrire un livre à ce moment-là. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est le livre est sorti en avril. Il y a 2 ans et demi, j'étais très ami avec le fils de Georges Pompidou, Alain Pompidou, qui est mort l'année dernière. Nous avons reçu... Je crois qu'il est venu ici où il parlait de livre sur Claude, sa mère, c'est ça. Voilà, très joli livre d'ailleurs. J'avais voulu le réinviter pour le livre sur son père qu'il a sorti, et puis il était malade, il ne pouvait pas, c'était pas possible. Et il m'a raconté une histoire extraordinaire que je ne connaissais pas et que je mets en exergue du livre d'ailleurs au début. C'est pas une anecdote, c'est de la grande histoire. Ça fait 5 lignes sur le livre. Nous sommes le 23 juillet 1951. Le général de Gaulle est dans son bureau rue de Solferino. C'est pendant la traversée du désert. Il vient 1 ou 2 jours par semaine à Paris. Donc il est dans son bureau, et le bureau d'à côté, c'est son directeur de cabinet qui est Georges Pompidou. Et en fin de matinée, Georges Pompidou frappe à la porte, il rentre dans le bureau du général de Gaulle, il est assez ému, et il dit à de Gaulle: mon général, Pétain est mort. Pétain venait de mourir. Je ne sais pas s'il est mort pendant la nuit ou la veille au soir, je ne me souviens plus, enfin en tout cas ça se passe le 23 juillet 51 au matin.
Et il s'attend à ce que De Gaulle dise quelque chose, et De Gaulle ne dit rien. Il se tait. Donc voilà. Et Pompidou, qui est un peu décontenancé par ce silence, se dit faut peut-être que j'ajoute quelque chose. Alors, il ajoute quelque chose qui est un peu banal, mais bon. Il dit c'est une page qui se tourne. Effectivement, c'est une page qui se tourne. Et c'est la réponse de Gaulle qui est absolument extraordinaire, parce qu'il y a un silence assez court, tel que le fils de Georges Pompidou me l'a raconté. Et De Gaulle lui répond: détrompez-vous, Pompidou, cette page ne se tournera jamais. Et c'est arrivé, il me l'a raconté il y a 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans. Et j'ai pris tout ça en note immédiatement. Et c'était au moment où commençait, alors ça s'est malheureusement accéléré, aggravé depuis, mais c'était au moment où commençait cette vague submersive d'antisémitisme en France. Et derrière le De Gaulle qui dit « cette page ne se tournera jamais », c'est pas seulement le Pétain de Vichy, c'est le Pétain de l'antisémitisme, de la xénophobie, etc., etc. C'est ça que le général voulait dire. Donc ça m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit, il faut essayer de raconter. Alors ça n'a pas été facile parce qu'il y a beaucoup de témoins qui avaient disparu. Mais ils étaient très âgés, donc je les connaissais très bien. Il y en a un que je connaissais, avec lequel j'ai des relations non pas familiales, mais dans sa famille très très amicales, très très proches, qui est Olivier Guichard, votre ancien maire, à qui j'en ai parlé, qui était vaguement au courant, mais sans plus. De Gaulle lui avait pas dit grand-chose, Pompidou non plus. C'était un vrai secret d'État, hein. Je vais expliquer pourquoi. J'en ai parlé avec Chaban-Delmas, j'en ai parlé avec Giscard. J'en ai parlé non pas avec Chirac, que j'ai pas eu l'occasion, mais avec ses proches. Donc j'ai pu raconter ce qui s'était passé, pourquoi cette photo était restée secrète. Je refais pas du tout le livre de Péan. Hein. Le livre de Péan, que, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille vivement. C'est un livre formidable. Ça s'appelle Une jeunesse française. Et c'est tout le parcours de Mitterrand. Ce qui est étonnant, c'est que De Gaulle a vu cette photo, Pompidou, Giscard, Chirac, Premier ministre de Mitterrand en 86. Voilà. Ils auraient pu s'en servir en 65, en 73, en 74, absolument, en 78, en 80, en 80, en 88. En 86, en 88. Voilà. Oui. Et que je raconte dans quelles conditions ils ont cette photo et pourquoi ils décident de ne pas en parler. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est d'abord l'histoire, qui est quand même... Là, on n'est pas à l'histoire avec un petit H, c'est vraiment un grand H, parce que ça permet de parcourir quand même une grande partie de la Ve République. Et deuxièmement, les lectrices ou les lecteurs qui ont lu le livre et avec qui j'ai l'occasion de parler, ou qui m'envoient des mails chez l'éditeur, etc., ce qui les frappe, et c'est encore plus impressionnant ce qu'ils me disent que ce que j'imaginais. Et plus ça va, malheureusement, plus c'est impressionnant. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est que ça met l'accent, un focus, vraiment une lumière vraiment très vive sur la différence, oui, pour ne pas dire le contraste, pour ne pas dire le fossé, là, entre les hommes d'État de cette époque et ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne fait pas d'attaque personnelle, on privilégie l'intérêt général et on ne met pas en cause des affaires qui sont, en l'occurrence, étaient d'ordre privé, mais bien entendu qui étaient totalement politiques et même historiques, mais qui pourraient poser un problème à la société française. Alors, il y a des gens qui regrettent que la photo ne soit pas sortie et qui me disent « Ah, bon, quand même, le général, avec ce que Mitterrand avait écrit un an avant sur lui dans le coup d'État permanent, etc., il aurait quand même pu sortir la photo. » Non, je raconte pourquoi il ne le fait pas dans le livre. Et surtout, tous voulaient en rester au débat d'idées, parce que la politique était déjà violente à cette époque. Toutes les élections étaient quand même rudes, oui, c'était des choix de société à cette époque-là. En 81, c'est un choix de société. L'initiative 78, c'est un choix de société. Et, enfin, on parlera aussi tout à l'heure de ce que vous avez découvert dans les notes de Michel Poniatowski, parce que ça, c'est extraordinaire aussi. Totalement inédit. Et j'ai trouvé ça par hasard, d'ailleurs. On va maintenir un certain suspense. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Mais alors, revenons à 42, revenons à Vichy. Mitterrand s'est évadé 3 fois.
Alors, il a été fait prisonnier en 40. Il est allé dans un stalag. Il a fait 2 évasions ratées et il a réussi la 3e assez courageusement. On est fin 41. Il va se reposer chez des amis dans le sud de la France. Il remonte ensuite voir sa famille à Jarnac. Et premier sujet très important. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, ça a 30 ans, un peu plus, même 31 ans, mais quand ce livre est sorti, ça a été un tel phénomène et un tel débat français et international que Mitterrand, qui était totalement épuisé, extrêmement malade, extrêmement faible, s'est dit je ne peux pas ne pas parler. Et donc il a donné une interview à cette époque-là à Jean-Pierre Elkabbach, qui était une interview très impressionnante et très crépusculaire, parce qu'on sent qu'il est quasiment mourant, quoi. Oui. Voilà. Et il dit à Elkabbach, ne m'épargnez pas, oui, soyez précis. Oui. Soyez précis, je répondrai à tout. Voilà. Alors, non seulement il n'a pas répondu à tout, mais en plus, dans cette interview, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il dit quand même une énormité. Mais bon. Donc, il a 25 ans à ce moment-là, il arrive à Vichy début 42. Il pouvait aller à Londres, il pouvait aller à Alger. C'est ce que j'explique. Voilà. Et il pouvait rester à Jarnac, comme beaucoup de Français. Mais il va à Vichy. Voilà. Il va à Vichy, par opportunisme, par ambition personnelle. C'est déjà une vraie personnalité dans son stalag, tous les témoignages le prouvent. Et dès qu'il arrive à Vichy... Oui, il paraît qu'il avait son succès. Il a un succès. Il a beaucoup de succès. Il n'est pas tout de suite dans le premier cercle de Pétain, mais en gros, en quelques semaines ou 2 ou 3 mois, tout le monde le connaît. Ça devient une personnalité, non pas d'une grande influence, mais marquante par son ambition, son intelligence, etc. Et il travaille donc pour les associations qui aident les prisonniers de guerre qui reviennent en France après avoir soit s'être évadés, soit avoir été libérés. Parce qu'en plus, il le fait avec l'accord de Vichy. C'est un enjeu, on le sait, du maréchal Pétain, c'est de faire en sorte que les prisonniers de guerre adhèrent à la Révolution nationale et à son action. Mais enfin, on est après la ralphe du Veldiv. On est après l'entrée en guerre des États-Unis, des Alliés. On est après août, septembre, octobre. On est 3 mois après la rafle du Veldiv. Et après la promulgation des lois. Et plusieurs années. Enfin, c'est les premières lois anti-juives, des décrets de Vichy sur les Juifs. Ça commence fin 40 et puis 41, 42. Il y en a quasiment en permanence. Et malgré tout ça, François Mitterrand, on peut dire, est pétainiste. Il se met au service. Alors, il est. Et d'ailleurs, des proches de Mitterrand ont dit mais ce livre. C'est pas, vous êtes partial, etc. Il y a même eu le président de l'Institut François Mitterrand, qui est un ancien ministre qui s'appelle Glavany, qui a fait un communiqué complètement stupide disant que j'aimais les caniveaux. Je veux dire, c'est pas du tout un livre, vous l'avez lu, c'est pas du tout un livre polémique, c'est pas un pamphlet du tout contre Mitterrand. Je dis les choses. Le problème, c'est que quand on dit les choses sur ce sujet, forcément, ça n'embellit pas l'image de François Mitterrand. Mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de dirigeants socialistes qui ont lu le livre. Je ne donnerai pas les noms pour ne pas les gêner, mais qui m'ont dit que c'était trouvaient ça totalement conforme à ce que eux savaient. Mais dans le livre, il y a des choses qu'ils ont d'ailleurs apprises qu'ils ne savaient pas. Parce que François Mitterrand va entrer en résistance. C'est ça qui est très curieux. En 43. Il rentre au printemps 43. Bah oui, mais entre octobre 42 et printemps 43, il retourne un peu de sa position. Alors, il commence à la fin de l'automne, au début de l'hiver 42. Donc après l'entretien à Vichy, des semaines après l'entretien à Vichy, il commence à fabriquer des faux papiers pour les prisonniers de guerre, mais il le fait en accord avec Vichy. C'est pas vraiment un acte de résistance. Il va vraiment, non. Il faut être. Le livre est très factuel. Je parlais de l'Institut François Mitterrand. Si vous allez sur Internet, vous mettez Institut François Mitterrand, sur le parcours, eux-mêmes ont fini par être obligés de dire qu'il avait été pétainiste. Ils ne peuvent pas dire autre chose. Il a été clairement pétainiste.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Tous les historiens, je ne suis pas un historien, moi je fais un livre de journaliste, j'ai fait une enquête. Tous les historiens sont d'accord là-dessus. Même ceux qui étaient proches de François Mitterrand, qui avaient voté pour lui, etc. etc. Qu'est-ce que c'est que Pétain et Vichy à ce moment-là, et la Révolution nationale? C'est l'antisémitisme. Il n'est pas antisémite. C'est la xénophobie. Il n'est pas xénophobe. C'est la collaboration avec les Allemands. Il n'est pas proprement parlé, il n'est pas, bien entendu, pas pro-allemand. Il n'est pas à proprement parler collaborateur militant, mais c'est quatrièmement, et j'allais dire surtout, non pas surtout, mais aussi, c'est la Révolution nationale, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'ordre moral, des doctrines extraordinairement à droite. Ce qu'on appelle l'extrême droite aujourd'hui est beaucoup moins à l'extrême droite que ce qu'était la Révolution nationale du maréchal Pétain. Il l'est tout naturellement, il le confesse d'ailleurs. Enfin, ça, il n'arrive pas à le cacher parce qu'il y a trop de témoignages. C'est un parcours et c'est une culture familiale catholique, etc. Et toute son éducation font qu'il est à ce moment-là extrêmement à droite. Quand il fera ses premières campagnes électorales, il continuera à faire des documents de campagne qui sont très marqués à droite avant d'aller faire la Convention des institutions républicaines, etc., etc. Ça sera beaucoup plus tard. Donc il est clairement pétainiste. Il est plus que maréchaliste. La différence, elle est facile à comprendre. Le maréchaliste, il y a beaucoup de maréchalistes en France à ce moment-là. Les maréchalistes, c'est ceux qui sont attachés à la personne de Pétain, le plus souvent dans le souvenir de la Première Guerre et de Verdun. Voilà, c'est le vainqueur de Verdun, etc. Bon, ça, c'est ceux qui sont attachés à la personne. Les pétainistes, c'est ceux qui sont attachés à la doctrine et à ce que fait Pétain à Vichy. Voilà, et toute son action. Alors, j'ai expliqué comment Mitterrand adhérait à certaines et pas à d'autres. Mais il est clairement pétainiste. Et il sera clairement résistant à partir du printemps 43. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Simplement, il y a ces 14-15 mois qu'il a toujours voulu cacher. On savait, y compris sous la 4e République, quand il était au gouvernement, il y avait des débats, qu'il avait eu la Francisque, c'est la décoration pétainiste, mais il y en a eu très peu, hein, ça n'a rien à voir avec la Légion d'honneur. Il y a eu, je crois, 2300 ou 2400 personnes qui ont été décorées de la Francisque. Et pour être décoré de la Francisque, il fallait avoir 2 parrains. Alors lui, il les choisit, c'est quand même des gens particuliers, parce qu'il y en a un qui s'appelle Arbelot, qui est un ancien journaliste et qui est, on dirait aujourd'hui, l'attaché de presse de Pétain. Donc vraiment le premier cercle. Et il y en a un autre qui est encore pire, enfin, si tant est qu'on puisse faire une échelle de valeur, qui s'appelle Jeantet, Gabriel Jeantet, qui a été également un journaliste quand il était jeune et qui a été tout simplement un des cofondateurs de la Cagoule. Donc c'est pas rien, une organisation qui tuait, qui essayait de faire des coups d'État, etc., etc. C'est vraiment 2 personnalités, je dirais, ultra pétainistes. Ça, on le savait, la Francisque. Les parrains, on l'a pas su tout de suite. La Francisque, on le savait. Il ne pouvait pas le cacher. Il y avait une liste de gens avec son numéro que j'ai mis 2000 et quelques dans le livre. Mais ce qui est la photo, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas la photo où Pétain lui remet la Francisque. Hein, il n'y aura pas de cérémonie de remise de la Francisque qu'il aura en 1943. Cette photo, non mais je voudrais savoir. Pardon, non, terminé. Non, vas-y. Allez-y, pardon. On se connaît depuis 30 ans ou 40 ans. Donc, oui, mais c'est plus rigolo. Bon, cette photo, quelqu'un l'a prise. Oui, un militaire qui travaille. Il y a un flash, enfin, ils ont posé. Ah ben, il sait que la photo existe. Il sait, oui. Ah ben, il voit mais bien pourquoi ont-ils pris cette photo? C'est ça que je voudrais savoir. Parce que Pétain avait considéré que c'était une cérémonie importante. Ah oui. Il venait parler d'une initiative qui avait été prise pour les prisonniers, je crois pour leur donner des vêtements, etc., qui avait été soutenue par le maréchal Pétain. Donc cette photo,
il sait qu'elle existe, mais il fera ce qu'il faut pour qu'elle ne sorte jamais. Alors, la première fois, comment est-ce que Roger Frey a cette photo? Là, on est en 65. Roger Frey, qui était l'amant, on peut dire, l'amant de Madame Guichard. Oui, alors là, on atteint des niveaux de... Ben oui. Ça a été écrit, donc. Ça a été écrit, même par sa fille, par Constance, qui est venue ici nous en parler, Constance Guichard-Poniatowski. Donc, Roger Frey, ministre de l'Intérieur, un jour de novembre 65, un peu avant les élections. C'est le 27 novembre 65. Le premier tour de la première élection présidentielle au suffrage universel a lieu le 5 décembre. Donc on est une dizaine de jours, même pas, avant le premier tour. De Gaulle sait qu'il va être mis en ballottage. Il y a peu, c'est pas comme aujourd'hui où il y a 10 sondages par jour, mais les quelques sondages sont clairs. C'est d'ailleurs intéressant parce que De Gaulle n'a pas bien compris la mécanique alors que c'est lui qui a fait voter par référendum l'élection du président au suffrage universel dans la foulée de l'attentat du petit Clamart, parce qu'il s'était dit, c'était un miracle là, qu'il s'en soit sorti. C'est son chauffeur qui a réussi à le sauver, parce qu'il a réussi à faire redémarrer la voiture qui était criblée de balles, les pneus crevés, etc. Moi, j'y connais rien aux automobiles, j'aime bien ça, mais je ne connais pas la technique. Pour ceux qui, peut-être, quand leurs parents ou leurs grands-parents parmi vous avaient une DS, il y en avait un certain nombre. Il paraît que c'était pas possible de faire redémarrer une DS quand les pneus étaient crevés. Et là, le chauffeur, qui était un ancien gendarme, qui était le chauffeur historique du général de Gaulle, a réussi à faire redémarrer là aussi. Sinon, il était mort. Et on sait que les poulets n'ont rien eu. Voilà, et les poulets n'ont rien eu, puisque c'est ce que Yvonne de Gaulle avait demandé. Parce qu'il y avait des poulets dans le coffre. Oui, voilà. Et il se dit, si j'étais mort, c'est le président du Sénat qui aurait fait l'intérim. C'était Monnerville à ce moment-là. C'était un de ses adversaires, un de ses grands adversaires politiques, Gaston Monnerville. Alors il y avait le problème particulier personnel de Monnerville, et il y avait aussi l'idée que c'était un sénateur sans doute qui aurait été élu comme avait été élu sous la 4e République. De Gaulle lui-même, quand il a été élu en 59. Président de la République, en décembre 59, il est élu par un collège de conseillers municipaux, parlementaires, etc., extrêmement restreint. Je crois que c'était quelque chose comme 80 ou 90 000 électeurs. Donc il se dit, c'est pas possible que le président de la République, s'il m'arrive quelque chose, soit élu de nouveau par ce même collège. Il faut qu'il soit élu par tous les Français. Ça a toujours été la stratégie de De Gaulle, c'est-à-dire donner la parole au peuple. Le face-à-face avec le peuple. C'est pour ça qu'il faisait des référendums. Dès qu'il y avait, et lui, contrairement à ce qui se passe actuellement, lui, quand il disait je fais un référendum, il faisait référendum et il disait à la télévision, si je perds, je m'en vais. Il a perdu en 69, il est parti. Donc, je reviens, il n'avait pas bien compris l'élection présidentielle. Il y avait une campagne officielle à la télévision, ce qui n'était jamais arrivé. Et donc, les Français, l'ORTF, à l'époque, je peux en témoigner, même si c'est à peu près à ce moment-là. Vous étiez un bébé à ce moment-là. Oui, mais j'ai démarré fin 69, malheureusement. Ouais. Ça fait bien, malheureusement, parce que ça fait vraiment très, très longtemps. Mais c'était tenu. Hein, on voyait pas beaucoup les leaders de l'opposition à la télévision. Donc, les gens voient, les téléspectateurs français ils découvrent pas Mitterrand parce qu'ils le connaissaient quand même, mais enfin, ils le voient quasiment tous les soirs à la télévision. Et pareil pour le centriste Jean Le Canuet, sénateur, maire de Rouen, qui a fait d'ailleurs 15% au premier tour, donc qui a contribué à la mise en ballottage. François Mauriac surnommé le Kennedyon. Voilà, exactement. Et De Gaulle dit, moi je ne fais pas cette campagne officielle, je comprends que, puisque tous les Français votent, je comprends que les candidats puissent parler aux Français, mais moi je suis Charles de Gaulle, j'ai fait 40, j'ai fait 58, j'ai rétabli la République, je ne vais pas aller m'abaisser à faire de la télévision tous les soirs. On le voyait quasiment jamais à la télévision en dehors des discours. Il faisait pas d'interview, etc. Malheureusement d'ailleurs. Enfin, il en a fait après mais voilà.
Mais il n'y a jamais raconté lui-même à la télévision sa vie avant 40, Londres, Alger, etc., etc., ce qui est vraiment dommage d'ailleurs. Hein. Et donc il dit, moi je veux pas m'abaisser à ça. Alors le ministre de l'Information de l'époque, qui vient le voir d'ailleurs avec Roger Frey, Alain Perfit, qui a fait des livres, si vous vous intéressez à cette période, vous les retrouverez, malheureusement, je suis désolé de dire ça vis-à-vis des libraires, parce que il faut tout faire pour aider les libraires, mais ce sont des livres qu'on retrouve aujourd'hui que à la FNAC ou à Amazon. Perfit, il a eu la chance, De Gaulle lui a donné l'autorisation de prendre en note pendant 10 ans, tous les 10 ans qu'il a passé à l'Élysée, leur conversation hebdomadaire qui durait 1 heure, 1 heure et demie. Et Perfit avait le droit de prendre des notes. Et ce sont 3 livres qui s'appellent « C'était De Gaulle ». C'est 3 fois 600 pages, mais c'est absolument passionnant. C'est vivant, c'est jour par jour. Les phrases de Gaulle, c'est tout à fait extraordinaire. C'est mieux que verbatim de Jacques Attali. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc Perfit dit à De Gaulle, mais mon général, vos adversaires, ils vous tapent tous dessus. Regardez Mitterrand, il a fait le coup d'État permanent en 64, où il dit, par exemple, c'est très brillant comme écriture, mais c'est d'une violence absolument incroyable. Il dit, si je suis trop long, non, vous me dites. Non, c'est parce que on va donner la parole à nos amis qui vont poser des questions. Il écrit, Mitterrand, qui est-il? De Gaulle, point d'interrogation, Duce, point d'interrogation, Führer, point d'interrogation. Vous vous rendez compte de la violence de Mitterrand sur De Gaulle? Ça, c'était 1 an et demi avant la présidentielle de 65. Et donc Perfit lui dit, venez aussi à la télévision, vous ne pouvez pas vous laisser critiquer tous les soirs par vos adversaires, il faut que vous interveniez. Et De Gaulle et Le Canuet, dont parlait Stéphane, et la première fois où il était passé à la télévision, le premier jour de la campagne officielle, il était arrivé, les gens le connaissaient très très peu. C'était un sénateur, un avocat brillant, mais il était très peu connu, ou quasiment inconnu. Il avait dit « Bonsoir madame, bonsoir messieurs, je m'appelle Jean Le Canuet ». Et pour se présenter. Et De Gaulle dit à Perfit, est-ce que vous me voyez arriver à la télévision et dire « Mesdames et messieurs, bonsoir, je m'appelle Charles de Gaulle ». J'aurais été ridicule. Donc il dit, il ne fait pas de campagne. Donc il démarre à 60% des voix. Il est à peu près sûr de passer au premier tour. Et puis, comme les autres sont assez efficaces dans leurs interventions, 55, 53, 52. Et donc on est 10 jours avant le premier tour. Et à ce moment-là, il est à 46%. Et il va être mis en ballottage, il le sait. Le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, qui a récupéré la photo par un sous-préfet de Toulon, qui l'a lui-même récupéré par un ancien qui était de Vichy et qui avait qui faisait collection des photos de Vichy et qui avait cette photo. Et donc, Roger Frey vient voir la photo. Les gaullistes historiques, les 5 ou 6 gaullistes historiques, Roger Frey, Olivier Guichard, Jacques Chaban-Delmas, Michel Debray, Jacques Faucard, déjeunaient ensemble 1 ou 2 fois par mois, pour ceux qui connaissent Paris, à la Maison de l'Amérique latine, boulevard Saint-Germain. Et donc, quand Roger Frey récupère la photo vers la mi-novembre, il arrive à ce déjeuner et il dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'utilise ou est-ce qu'on en parle au général? Et le consensus de tous les barons du gaullisme, c'est qu'il faut en parler, qu'ils ne peuvent pas décider sans l'avis du général. Donc Roger Frey, le ministre de l'Intérieur, demande à De Gaulle de le voir après le Conseil des ministres du 27 novembre. Et voilà, il lui dit, mon général, qu'est-ce que je fais? Toute l'histoire, elle démarre là en réalité. De Gaulle prend la photo. Perfit était là, donc Perfit l'a raconté. La suite est inédite, mais ça a été raconté par Perfit. Et De Gaulle dit 3 choses. Il dit 1, il avait un mépris incommensurable pour Mitterrand. Incommensurable. Il le prenait pour un calculateur, sans conviction, etc. Talentueux, mais voilà. Il dit, oui, je sais, Mitterrand est une arsouille. Dans l'argot de l'époque, ça veut dire un voyou. Il ajoute, si je me trompe dans les mots, vous me reprenez, mais je crois que c'est ça, je ne ferai pas la politique des boules puantes, donc pas d'attaque personnelle.
Et troisièmement, cette phrase inouïe, et c'est une phrase historique, il faudrait la mettre en haut des ministères, des partis politiques, quand on voit les gens se battre comme des chiffonniers avec des attaques en dessous de la ceinture, etc., etc., alors qu'il méprisait Mitterrand, que Mitterrand va le mettre en ballottage. Il dit sur cette photo, imaginez qu'un jour Mitterrand soit élu, on est en 65, hein, donc 16 ans avant 81, imaginez qu'un jour François Mitterrand soit élu président de la République, virgule, je ne veux pas affaiblir la fonction présidentielle. C'est De Gaulle dans le texte, hein. Voilà. Et ça fait un peu rêver, effectivement, quand des lectrices ou des lecteurs me disent ah ben, c'était autre chose. Moi, je ne suis pas du tout du genre nostalgique, hein. Mais il faut dire que c'est d'une hauteur de vue absolument incroyable. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est quand même dommage qu'il ne l'ait pas fait, parce qu'il serait débarrassé de Mitterrand. Ben oui, mais il n'était pas comme ça. Il avait chevillé au corps l'intérêt général. D'autant que entre le moment où De Gaulle le traite d'arsouille, d'arriviste, d'impudent, et le moment et la phrase que vous citez, Alain Peyrefitte et Roger Frey argumentent, Oui. le poussent, Oui. en disant mais c'est un match de boxe, il faut y aller, mon général. Et ils gardent cette hauteur. Oui. C'est ça qui est étonnant. Et c'est à partir de là, c'est ce que les successeurs, moi, ce que m'avait Pompidou, en 94, il est mort, donc je l'ai connu, mais j'ai pas pu lui parler de ça. Il était mort en 74. Et le livre sort, la photo sort 20 ans plus tard, donc je lui en ai pas parlé. Mais quand j'en parlais à Giscard, il me dit c'est la jurisprudence de Gaulle, c'est-à-dire derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le fait que l'intérêt général en 65, on est 20 ans après la fin de la guerre, c'est encore, on ne rouvre pas les plaies de l'occupation, de la collaboration. Il est toujours, dès qu'il revient à la libération fin 44 et ensuite président du gouvernement provisoire, etc., son obsession, c'est la France rassemblée, il faut que tout le monde s'y mette, y compris des gens pas toujours recommandables. Papon, par exemple, qui va être député, rapporteur général du budget, puis ministre plus tard. Oui. Mais sous De Gaulle, il est rapporteur général du budget et député. Non, il sera ministre de Giscard. Je ne crois pas qu'il était ministre. Non, et préfet de police de Paris. Préfet de police, bah, bien sûr. Ah, oui. Préfet de police, oui, absolument. Mais c'est un exemple qui est facile à comprendre. Mais en dehors des collaborateurs notoires, purs et durs, qui avaient fait des choses vraiment absolument épouvantables, qui seront soit incarcérés, soit pour certains fusillés, etc., etc. La doctrine, je simplifie un peu, hein, mais la doctrine, c'est... Je simplifie vraiment, mais c'est pas si loin de la vérité. C'était, bon, en gros, toute la France a été résistante. Bon. Voilà. Alors que les historiens, c'est en gros... entre 300 et 400 000 personnes en 40, puis 500 000 à partir de 41, 42. Alors, quand on lit le livre, là, on ne peut pas tout détailler, mais vous verrez que chacun, que ce soit Pompidou, Giscard ou Chirac, avait aussi des raisons particulières de refuser d'utiliser cette photo, selon les circonstances et selon les personnalités. Mesdames et messieurs, avez-vous des questions à poser à notre invité ? Je voudrais juste dire une chose, parce que s'il n'y a pas de questions là-dessus et que vous parliez du livre qui fait en 69, Mitterrand, et c'est le cœur de vérité. Le cœur du débat après sur le grand débat historique sur cette période, sur sa personnalité. On sait qu'il a eu la francisque dans le livre de Péan, puis à la télévision avec Jean-Pierre Elkabbach. Il va dire oui, je suis allé à Vichy, etc., etc. Mais dans ce livre en 69, mon frère lui pose la question, lui dit bon, vous êtes évadé, qu'est-ce qui s'est passé après? Question ouverte. Et il répond entre guillemets, rentrer en France, donc fin 41, début 42, rentrer en France, virgule, je devins résistant sans problème déchirant, fermez les guillemets, point. Pas un mot de Vichy. Il ne cite pas Vichy, où il passe quand même 13 ou 14 mois. Et dans cette fameuse interview d'Elkabbach pose la question que je pense n'importe quel journaliste lui aurait posée, mais pourquoi vous êtes allé à Vichy? Vous allez voir votre famille chez vous à Jarnac, très bien, vous ne les avez pas vus depuis
2 ans. Vous pouviez rester à votre famille, vous pouviez rentrer dans la résistance, vous pouviez aller, vous le disiez tout à l'heure, à Londres, à Alger, je ne sais où, mais aller à Vichy, c'était le premier geste. Et Cabache lui dit à juste titre, mais vous êtes allé à Vichy alors que vous connaissiez les lois anti-juives, par exemple. Il aurait pu donner d'autres exemples, mais vous connaissiez les lois anti-juives, qui étaient des lois scélérates, épouvantables, effrayantes. Interdiction de tous les métiers pour les juifs, les magasins juifs fermés, l'horreur absolue. Et il répond cette chose incroyable, il dit oui, mais ces décrets et ces lois ne concernaient que les juifs étrangers. C'est un mensonge absolu. Alors, la presse, comme il était très malade, c'était la fin de son second septennat, la presse n'a pas été trop méchante avec lui. Elle a relevé ça, bien entendu, mais on a dit oui, il est fatigué. Les journaux qui étaient assez proches de lui disaient oui, sa langue a fourché, etc. Enfin, c'est quand même énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais. Alors, je mets mes lunettes. Non? Pas de questions? Oui. On vous apporte un micro. Bonsoir. Comment se fait-il que Giscard n'ait pas utilisé la photo en 1981 alors que lui-même était victime de bases d'attaque comme les avions renifleurs ou les diamants de Bokassa? Alors, j'ai un long chapitre là-dessus. C'est dans le livre. Giscard savait par De Gaulle, puisqu'il représentait une famille politique qui était dans la majorité présidentielle, les Républicains indépendants. Il a informé verbalement par De Gaulle qui lui dit j'ai vu une photo, voilà ce que j'en ai fait. Pompidou, la même chose. J'ai vu une photo. Pompidou la brûle. Pompidou, juste petite parenthèse, il se pose la question quelques mois, 3 mois avant les élections législatives de 73, qui s'annoncent assez mal pour sa majorité. Les sondages sont pas très bons. C'est vraiment entre à ce moment-là, Mitterrand a créé le Parti socialiste. Il y a eu le programme commun. La gauche monte. Et il se pose la question. Et quand il va prendre sa décision, il fait venir il veut avoir un témoin pour que ça se sache. Et donc, il fait venir un témoin. Il fait venir un jeune ministre de l'agriculture à l'époque qui s'appelait Jacques Chirac. Et c'est décembre 72, les élections étant en mars 73. Et ils sont dans un salon au rez-de-chaussée de l'Élysée, il y a du feu dans la cheminée, et ils montrent la photo à Chirac, et ils en parlent pendant 10 minutes. Chirac est très impressionné, je raconte tout ça, et au bout de 10 minutes, il prend la photo, et il dit à Chirac, vous voyez Chirac, avec ce genre de document, voilà ce qu'il faut faire avant d'avoir trop envie de s'en servir, et il jette la photo dans le feu de cheminée. C'est très romanesque, hein, mais bien entendu, il y avait des copies de la photo. C'était pas le seul original qu'il avait. Je reviens à Giscard, pardon de cette parenthèse. Il a la photo physiquement en 73 par Michel Poniatowski, qui deviendra un an après son ministre de l'Intérieur. En 74, il l'utilise pas alors que c'était hyper serré, parce qu'il a été très impressionné des années plus tôt. C'était, je crois, en 62. Il est allé aux États-Unis à la demande de De Gaulle. Là aussi, ça fait rêver, sans être nostalgique, pour aller rembourser au président des États-Unis, Kennedy, la dernière tranche de la dette française. Oui, ça fait rêver. Et donc, il est reçu pendant 1 heure par Kennedy. Kennedy, qui sait que Giscard a un parcours politique assez brillant, qui va sans doute être un jour candidat, etc. Giscard lui dit comment s'est passée votre campagne, etc. Et Kennedy lui dit si vous faites un jour une campagne présidentielle, je vous donne 2 conseils. 1, vous faites participer les jeunes. Il faut que vous ayez le maximum de jeunes avec vous, que ce soit une campagne joyeuse, ce qui n'était pas facile après la mort de Pompidou quand même. Et 3e, jamais d'attaque personnelle. Et donc Giscard, qui avait été impressionné par ce que lui avait dit Kennedy,
se souvient de ça, enfin c'est ce qu'il m'a raconté, ce que je raconte dans le livre, et je n'utiliserai pas cette photo. En 78, et c'est là où on en vient à ce que Stéphane disait tout à l'heure, en 78, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire que je révèle dans le livre, c'est qu'il y a un accord de non-agression pour les élections législatives 78 où tout le monde pense que la gauche va gagner. Giscard demande à Michel Poniatowski, qui n'est plus ministre de l'Intérieur, mais qui reste son plus fidèle conseiller, de prendre contact et de d'avoir des rencontres secrètes qui resteront totalement secrètes, parce que le livre est sorti en avril et j'ai des socialistes qui connaissaient très bien Mitterrand, Jospin, Fabius, etc., quand ils m'ont parlé du livre, m'ont dit ça, on n'était absolument pas au courant. Ils se rencontrent et ils passent un pacte de non-agression. Par ailleurs, Mitterrand fait dire à Giscard, à partir de ces entretiens dont j'ai vu les comptes rendus faits par Michel Poniatowski, je n'attaquerai pas Giscard. Vous lui dites, si on gagne, je ne le gênerai pas trop et je compte sur lui pour qu'il m'aide à contenir les communistes. Parce qu'à ce moment-là, le risque, c'est que si la gauche gagne en 78, les communistes sont beaucoup moins forts qu'ils l'étaient une dizaine d'années avant, mais ils sont encore très importants. Ils seront dans le gouvernement aux grandes dames des Américains, etc., etc. Donc, pacte de non-agression. Je me souviens très bien de cette campagne législative 78. Moi, j'étais chef du service politique de TF1 à ce moment-là. Je m'en souviens très bien. C'était une campagne, vous l'avez dit tout à l'heure, très, très dure politiquement, mais aucune attaque personnelle. Et j'avais posé la question après à Giscard et à Michel Poniatowski, que je connaissais bien. Et ils m'avaient tous les deux dit on vous racontera peut-être un jour, mais enfin bon, on était d'accord, fallait pas qu'il y ait d'attaque personnelle. Voilà, ils n'étaient pas rentrés dans les détails et je connaissais pas ce pacte de non-agression. Mais les diamants, c'était quand même alors un en peu 81, personnel. là, il se pose vraiment la question. Il y a des contacts indirects entre Mitterrand et Giscard. Par exemple, avant, alors c'est très tard, vous avez raison, sur les avions renifleurs, c'était quand même un truc de pied nickelé. Mais en revanche, l'affaire des diamants, ça a été très très difficile pour lui, d'autant qu'il a reconnu d'ailleurs lui-même, il s'est très mal défendu. Il n'a pas voulu répondre vraiment, il n'a pas voulu démentir sur le montant de ces diamants, qui n'était pas du tout ce que le Canard enchaîné et Le Monde avaient dit. Et entre les deux tours, le face-à-face entre Giscard et Mitterrand, l'entourage de Mitterrand, ça c'est des choses tout à fait extraordinaires, mais tous les face-à-face ont été précédés, on n'a pas le temps de parler de ça, mais un jour... Et puis si Nathalie vient, comme elle en a animé un, ce qui n'a pas été mon cas, entre Macron et Marine Le Pen, le premier est celui de 2017, elle vous racontera peut-être les à côté de ces débats, c'est toujours absolument extraordinaire. Des bagarres entre les... Moi, j'ai vécu celui de Sarkozy avec Ségolène Royal en 2007, où il y avait une bataille. Les entourages s'étaient battus sur la température du studio parce que Ségolène Royal voulait que la température soit à 21-22 parce qu'elle espérait que Sarkozy transpire. Voilà. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, le débat Giscard-Mitterrand qui va être décisif. Si Giscard ne gagne pas clairement ce débat, Franck, tu étais à ce débat, donc tu te souviens de cet épisode. Et oui, Giscard sait que s'il ne gagne pas vraiment ce débat nettement, pas par chaos, mais enfin au point, les sondages ne sont pas bons, 52-48 pour Mitterrand, il ne gagnera pas. Et l'entourage de Mitterrand fait savoir à Giscard que... si ça se passe mal et qu'il y a des attaques personnelles, ils vont sortir une bombe. Un dossier, oui. Et Giscard pense que c'est l'histoire des diamants. Mitterrand vient avec un petit dossier, et il tapote dessus comme ça pendant le débat. Et là, Giscard a vraiment failli. Et ce qui s'est passé, et que je raconte dans le livre, c'est qu'il était contre Chirac. Préférait, comment le dire, enfin, en tout cas, il avait dit à titre personnel, je voterai pour Giscard, mais
le RPR de l'époque a quand même fait, pour la plupart de ses membres, fait ce qu'il fallait pour qu'un certain nombre aille voter pour Mitterrand. Et Chirac préférait que ce soit Mitterrand plutôt que Giscard qui gagne. Et donc, Giscard savait que Chirac connaissait l'histoire de la photo. Et le risque, c'était que s'il sortait la photo, Chirac dise ben moi, je sais ce que De Gaulle a fait, je sais ce que Pompidou a fait, j'y étais, et c'est pas correct, vous voyez, il n'est pas dans la ligne du gaullisme, etc. etc. Voilà la vraie explication du fait qu'il n'a pas utilisé cette photo. Et quand la photo est sortie, des années après, parce que sur le moment, il ne voulait pas trop en parler, mais des années après, je lui dis, mais est-ce que la raison... J'étais très timide dans ma question. Je lui ai dit, mais votre père a eu la francisque. Le père de Giscard avait eu la francisque. Je lui avais dit, est-ce que vous avez eu peur, si vous sortiez la photo, qu'on parle de la francisque de votre père? Il était pour rien. Lui, il avait 18 ans. Et il s'était engagé à 18 ans, plutôt que d'aller préparer Polytechnique, et contre l'avis de son père, il s'était engagé dans la première armée de Lattre. Et il était remonté jusqu'en Allemagne, etc. Donc il était vraiment... Et il me dit non. Je raconte dans le livre, pas c'est ce qu'il dit. Ça aurait plutôt été un argument pour la sortir, parce qu'à ce moment-là, si on m'avait attaqué sur mon père, eh bien, j'aurais fait sortir la photo à ce moment-là. Et la presse aurait montré les deux photos l'une à côté de l'autre, Mitterrand avec Pétain en 42 et moi en 44 m'engageant dans la première armée sur un char avec mes camarades de l'époque. Donc voilà. Mais en tout cas, l'explication, c'est la crainte enfin la jurisprudence de Gaulle, bien entendu. On ne rouvre pas ces fractures et ces plaies de l'occupation et la menace politique de Chirac. Question. Monsieur. Oui, bonsoir et merci de toutes vos informations. Je vais revenir sur le livre de Pierre Péan, de Jeunesse française, où il y a une très belle photo aussi de Mitterrand avec une banderole, dehors les métèques. C'est dans le bouquin. Il faut aussi savoir que quand vous parlez de Mitterrand qui devient quelque part, pendant une certaine période, pétaintiste, qu'il a été quand même pendant longtemps, il a toujours été très ami avec Schuller. Schuller, oui. Le fondateur de L'Oréal. Ils étaient au collège ensemble, au lycée ensemble à Angoulême, au lycée Saint-Paul. Ils ont toujours resté amis toute leur vie. Schuller a financé toutes les campagnes électorales de Mitterrand dans les années 50. Et Schuller a une particularité, c'est qu'il a été traîné devant les tribunaux comme financeur de la cagoule. Mais il n'y a pas eu de démonstration de fait. Donc, vous parlez tout à l'heure, lorsque De Gaulle apprend la mort de Pétain, qu'on lui sur une page qui se tourne, non, c'est la continuité, on est en plein dans la continuité. Et Mitterrand, effectivement, a fait preuve de beaucoup d'opportunisme, parce que quand il a quand même été ministre de l'Intérieur et de la Justice sous la 4e République, on ne peut pas dire qu'il a eu des positions de gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quelques commentaires, et vous pouvez faire un commentaire sur ma remarque. Votre question, non, mais ce que vous dites est parfaitement exact. Il était très proche de Schuller et de ceux qui entouraient Schuller, qui a été par ailleurs un très grand industriel, hein, puisque c'est lui qui a créé le groupe L'Oréal. Mais votre question porte sur la sincérité de la résistance de Mitterrand. Moi, je ne peux pas faire un commentaire sur la sincérité de la résistance de Mitterrand. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas l'avocat de Mitterrand, loin de là. Je ne suis pas son procureur non plus. Le livre sont les faits. Et c'est vrai que dans les faits, à partir du printemps 43, alors il y en a d'autres qui se sont engagés dans la résistance en 40, 41, 42. Là, fin 43, comme Stéphane le rappelait tout à l'heure, il s'est passé déjà beaucoup de choses qui auraient justifié que s'il avait envie de rentrer dans la résistance, il y rentre. Donc il y a toujours eu deux thèses, par exemple, par rapport à la francisque. Il y a la thèse selon laquelle il l'a eu de manière volontaire et sincère, qu'il avait envie de se faire décorer par Pétain. Et il y a l'autre thèse, défendue par des vrais résistants, des gens de très grande qualité, comme Pierre Bloch, par exemple, l'ancien président de la LICRA après la guerre, qui était un très très grand résistant,
et qui a dit ben, c'était une couverture pour Mitterrand d'avoir la Francisque. Il y a toujours ces deux thèses. Les historiens, d'ailleurs Péan lui-même, ne tranchent pas vraiment entre les deux thèses. Il y a ces deux thèses qui existent. Donc la sincérité du Mitterrand résistant, moi je ne peux pas vous répondre là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a été sincèrement, je répète, sincèrement pétainiste, et puis sincèrement et clairement résistant. Voilà. Un peu tard, je vous le concède. Mais je ne peux pas répondre au-delà. Et alors c'est vrai qu'après, il a continué à voir un certain nombre de gens qu'il avait connus à Vichy, etc. etc. Ça c'est parfaitement clair. En revanche, parce que le sujet est souvent posé, et je fais avec Michel Cotta, je crois qu'elle est venue déjà d'ailleurs. Oui, ici. oui. On fait des grands par la longueur des entretiens avec, avec des responsables politiques, et on a fait quelques semaines avant sa mort 2 enregistrements de 2 fois 4 heures avec Robert Badinter, et sur Bousquet, que Badinter rejetait absolument. Lui, il se mettait en colère quand on lui disait, parce qu'on lui pose la question, mais à quel moment vraiment Mitterrand a connu Bousquet, qu'il a ensuite totalement défendu, etc. etc. Et je crois que le consensus des historiens, comme on dit, c'est qu'il l'a connu après que Bousquet ait été blanchi par la Haute Cour en 1947, je crois, quelque chose comme ça. Il ne l'a pas connu pendant la guerre. Il l'a fréquenté longtemps. Il a au-delà fréquenté. Oui. Bousquet dînait chez lui, Bousquet venait le voir à l'Élysée, etc. Est-ce qu'il y a une autre question? Il en a dit, d'ailleurs, dans le livre de Péan. Mais vraiment, lisez-le, ce livre, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment. C'est un livre vraiment tout à fait saisissant. Il y a des phrases de Mitterrand encore de 93 et 94, donc quand il voyait Péan, et qui disait des choses extrêmement agréables et favorables à Bousquet, qui était quand même une horreur absolue. Hein. Donc, si vous ne m'interrompez pas, je vais pouvoir demander à nos amis s'ils ont une dernière question à poser. Non. Alors, ce qu'il y a de bien dans votre livre, c'est que vous parlez de cette photo, naturellement, en fil rouge, et il y a toute la Ve République que vous racontez, que vous connaissez extrêmement bien. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui devant l'état de la politique d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez, comme certains, que la Ve République est fichue? D'autres disent, mais non, il suffit de revenir à la Ve République, d'en appliquer vraiment l'esprit des institutions, et on sortira la tête haute. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous êtes malheureux en ce moment ou... J'ai 5 minutes ou 2 heures? Non, je vais vite. Moi, je suis effondré. Je suis pas inquiet, je suis effondré. Et quand, avec ma femme, on va souvent dans des... Ça nous permet de nous voir un peu plus que pendant la semaine, parce qu'on travaille beaucoup tous les deux. Dans des salons du livre, etc. Donc on voit beaucoup de lecteurs, de lectrices, et les gens tout à fait de toute sensibilité, etc. Je suis en réalité, depuis la dissolution folle de 24, incompréhensible. Moi, j'ai tout entendu là-dessus. Je suis au courant pas de tout, mais de pas mal de détails sur la manière dont le président a décidé ça, etc., etc. Je n'ai toujours pas compris, parce que ça n'a aucun sens. Cette dissolution n'a aucun sens. Une dissolution dans les institutions de la Ve République, c'est fait pour régler une crise. C'est pas fait pour provoquer une crise. Bon, il avait un drame, il avait perdu les élections européennes. La belle affaire. Là, franchement... D'abord, il avait qu'à prendre une tête de liste un peu plus connue, parce qu'elle était efficace, sympathique et travailleuse, la tête de liste de la majorité. Nathalie Loiseau. Mais non, mais elle n'était pas. Quand on veut gagner une élection, on prend les moyens, donc on met une tête d'affiche. Ils avaient demandé à Bruno Le Maire. Enfin bon, bref, je ferme la parenthèse. C'est pas ça le sujet. C'est une femme très bien, mais je pense pas qu'elle était vraiment faite pour mener une campagne comme celle-là. Donc il y a aucune raison. Mais je crois que c'est une date vraiment très importante. De Gaulle, il a dissous en 62 quand Pompidou a été censuré. Bon, il a gagné, mais à ce moment-là, il y avait une crise parlementaire. C'était la première censure d'un gouvernement depuis la création de la Ve République. Après, il a dissous en 68. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas une crise. Et ça a réglé la crise d'une manière d'ailleurs éclatante.
Donc c'est pas fait pour créer des crises. Alors vous me direz, en 95, c'est pas terrible non plus, mais 97. oui, pardon, en 97, c'est pas terrible non plus la dissolution de Chirac, mais c'était pas le même paysage politique qu'aujourd'hui. Donc le risque, entre guillemets, le risque politique pour lui, c'est ce qui s'est passé, c'était que les sociodémocrates, Jospin et son gouvernement, soient au pouvoir pendant 5 ans. Et la réalité, puisqu'on le sait maintenant, je ne sais pas si vous avez accueilli Juppé ici. Oui. Oui. Alors je ne sais pas si vous l'a dit comme ça, mais la réalité, moi je connais bien Juppé. La réalité, c'est que c'est une dissolution affective en 97. Parce que le Premier ministre est très affaibli par les grandes grèves de fin 95. Il est très très bas dans les sondages. Il entraîne un peu Chirac dans sa descente aux enfers vis-à-vis de l'opinion. Et il veut relancer, en réalité, pour pouvoir garder Juppé jusqu'au bout de son septennat. Et donc, il utilise comme argument le fait qu'il faut préparer la France à l'euro. Bon, c'est ce qui est un argument réel, mais qui ne justifie pas forcément une dissolution. Et les Français n'ont pas compris pourquoi il avait dissous. Et la vraie raison, c'est celle-là. C'était pour ça que j'appelle ça une dissolution affective. Mais celle de 2024, elle n'a aucun sens. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que on a une crise. Alors, le président, il dit, en public et en privé, il dit c'est une crise parlementaire. Bon, c'est pas une crise parlementaire, c'est beaucoup plus que ça. Disons qu'il y a une crise parlementaire, ok. Il y a une crise institutionnelle, puisque les institutions, on n'a jamais eu autant de premiers ministres en si peu de temps, et un risque de nouvelle dissolution si jamais le cornu est renversé. Bah, risque, c'est pas une obligation, mais il n'y a pas 36 solutions à ce moment-là. Il peut nommer quelqu'un d'autre, mais après, si ce quelqu'un d'autre est de nouveau renversé, il ne pourra pas faire... Voilà. Il y a une crise... oui, non mais institutionnelle, oui. Donc je le dis, oui. Une crise financière. Je pense qu'il y a une crise de confiance vis-à-vis de l'exécutif et du président notamment, voire où il est descendu dans les sondages quand même 17 ou 18% d'opinion favorable. C'est le niveau de Hollande à la fin de son quinquennat. Et je crois qu'il y a une crise morale aussi. Je ne rentrerai pas dans le débat parce que ça nous emmènerait trop loin, mais vous parliez tout à l'heure de Trévidic, qui est un type formidable que j'aime beaucoup, qui fait effectivement sur la crise de l'institution judiciaire. Ce qui se passe depuis une semaine sur Sarkozy, et le débat et la fracture, on voit dans les sondages, fracture entre ceux qui pensent que c'était bien et ceux qui pensent que c'est pas bien, ça va au-delà des sensibilités politiques. Il y a une forme de crise morale aussi. Donc l'addition de toutes ces crises, voilà, on est dans une situation, et tous les politologues, je crois, le disent, qu'on n'a jamais connue depuis 1958. Et je reviens à la dissolution de 2024. Là, je n'hésite pas à dire, je l'ai dit sur des plateaux de télévision, c'est la décision la plus stupide de toute la Ve République. Ça a quand même foutu, pardon de l'expression, mais mélenchonienne, ça a foutu un bordel pas possible quand même. Est-ce que le président de la République s'en rend compte aujourd'hui, d'après ce que vous pouvez en entendre? Non, je crois qu'il pense. Enfin, je ne veux pas parler à sa place, je ne l'ai pas vu en tête-à-tête depuis un moment, mais... je crois qu'il est un peu dans le déni là-dessus. Il considère encore qu'il n'avait pas d'autre solution que de dissoudre. Bon, il avait perdu les élections européennes. Ça n'empêchait pas le gouvernement de gouverner. Il y avait une majorité relative, mais elle était, je crois, d'une vingtaine de sièges. C'est ce que Rocard avait connu entre 88 et 91. Il avait réussi à gouverner avec des coalitions sur les textes. Alors, donc le sujet, ça va être en 2027. Parce que moi, je fais pas partie des éditorialistes qui disent il faut que le président s'en aille. À mon avis, ça aggraverait encore Et puis maintenant, c'est dans 1 an et demi. La campagne, elle va démarrer. Dans 1 an, la campagne présidentielle, elle aura démarré. Mais il faut qu'il y ait un débat clair sur les institutions qui doivent être rénovées. Alors moi je me suis beaucoup trompé sur
des éléments institutionnels ou pas. Institution, le quinquennat. Moi, j'étais très pour le quinquennat. Je pense que c'est une vraie connerie. Parce qu'au bout de 2 ans, on est déjà en campagne pour la suite quand c'est le premier. Et quand c'est le deuxième, les gens savent que vous ne pouvez plus vous représenter. Donc la campagne, elle est déjà en cours. Et que ça pousse à l'accélération de la vie politique. Ça évite de... Vous parliez, et là je vais prendre 2 exemples parallèles, droite-gauche ou centre et gauche. Mais c'est cette période-là dont je parle, qui est, disons, de 65 jusqu'à 88. Oui. C'est sans doute une des grandes différences avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est que c'est une période où les présidents ou les grands dirigeants n'hésitaient pas à prendre des décisions contre l'opinion publique. Giscard, en 1974, il fait l'avortement avec Simone Veil. Les 2 tiers des Français sont hostiles à ce moment-là. Maintenant, ça a changé, mais sont hostiles clairement à la libéralisation de l'interruption volontaire de grossesse. En 81, Badinter et Mitterrand abolissent la peine de mort. Il y a 2 tiers des Français qui, à ce moment-là, sont favorables à la peine de mort. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les sondages sont toujours autour de 50-50, quelque chose comme ça. Donc, dans l'exercice du pouvoir, le fait d'être courageux et de prendre des décisions à rebrousse-poil de l'opinion, ça fait partie de la fonction présidentielle, tel que De Gaulle l'expliquait. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que les exécutifs, ils suivent un peu l'opinion publique. Voilà. Oh, il y a eu le traité de Lisbonne quand même. C'est une différence majeure. Oui. Le traité de Lisbonne qui a fait appliquer la Constitution européenne que le peuple avait refusée. Là, vous allez fâcher Franck Louvrier. Mais non, mais vous dites que c'est du courage. C'est vrai que le non très large au référendum en 2005, suivi un peu plus d'1 an après par le traité de Lisbonne, qui ne reprend pas tout, comme on l'a dit, loin de là, mais une partie de ce qui avait été rejeté par les Français en 2005, c'était pas terrible non plus. Ça a été mal ressenti. Mais on va dire. Il est impératif, je crois. D'abord, l'année et demie, elle va être très longue, hein, parce que on est quand même dans une situation quasiment. Pour ça que je suis vraiment extrêmement inquiet. Je peux vous dire que sans secret de famille, mais quand on fait des déjeuners ou des dîners avec mon frère, ma femme, notre fils, Benjamin, c'est très intéressant parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on est à peu près d'accord sur le fait que ce qui se passe, c'est d'une gravité exceptionnelle. Et d'ailleurs, qu'on n'a jamais. Alors, il y a des journalistes qui sont très contents souvent des jeunes. Je comprends. J'aurais peut-être été comme eux à ce moment-là. Ils sont très contents parce que c'est politiquement, c'est absolument passionnant à suivre. Mais moi, je trouve que c'est plutôt. Moi, je suis hyper stressé par la situation. On ne sait pas quelle est la solution. On ne voit pas la solution. Ouais. Chez les Duhamel, la politique a toujours été l'invité des repas de famille, parce que votre livre est dédié à vos parents en souvenir des débats familiaux. Oui, parce que mes parents n'étaient pas d'accord entre eux, d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Et donc, ça continue, quoi, en fait, cette passion pour la politique. Donc, sur les grands sujets, on est d'accord. Oui. On est d'accord. Sur les grands sujets. Alors, il y a un homme dont j'aimerais que vous nous parliez, parce que vous l'estimez et l'admirez beaucoup, je crois, et vous avez regretté qu'il n'ait jamais été président de la République, c'est Michel Rocard. Moi, j'aimais beaucoup. Alors, c'est une... Étonnant. C'est pour ça que je vous Non, c'est une deuxième chose. Dans le deuxième élément, dans le contraste entre les dirigeants de cette époque large, hein, jusqu'en 90, oui. voilà. Et parce que la fin de Mitterrand, c'était quand même très crépusculaire. Je suis en train de démarrer mon prochain livre, qui est sur les maladies des présidents français qui, pour simplifier, n'ont pas pu exercer la plénitude de leurs fonctions jusqu'au bout, et notamment Pompidou et Mitterrand, parce qu'ils étaient Et vraiment... Paul Deschanel aussi, vous en parlez? Donc je parle que de la Ve République. D'accord.
Deschanel, il grimpait dans les arbres à l'Élysée Voilà, c'est ça. pour dialoguer avec les corbeaux. Alors lui, c'était vraiment... et il allait dans le bassin du château de Rambouillet et où il y a des... Barboter avec les canards. Il barbotait avec Ouais. les canards. Donc C'était mieux avant, un c'est peu- toujours un peu- C'était pareil. un peu spécial. Mais non, c'est la deuxième chose, c'est que la vision, et ça fait partie des inconvénients du quinquennat, la vision des hommes politiques à moyen ou long terme. On a du mal aujourd'hui à voir des grands responsables politiques qui vous disent, voilà, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Rocard, qui était... Alors, moi, je l'aimais beaucoup personnellement. En plus, c'était pas un ami intime du tout, mais voilà. Il était moderne. Il n'était pas mitterrandiste du tout. C'était dans mon livre précédent, les Chats et le Renard, les relations Mitterrand-Rocard, c'était absolument apocalyptique. Hein. Mitterrand, le jour où il nomme Rocard, il dit à Jacques Attali, qui était son principal conseiller, je le nomme parce que les Français veulent que je le nomme, parce que les Français l'adorent, mais en réalité, j'aurais dû le nommer secrétaire d'État au PTT. Voilà, non, vraiment. Mais Rocard, il avait une vision à moyen et long terme. Quand on voyait Rocard, Premier ministre ou avant ou après, il nous parlait de voilà les sujets, voilà les questions pour dans 5 ans, 8 ans ou 10 ans. Ça fait partie aussi des responsabilités des présidents de la République. Aujourd'hui, on a peu ce sujet-là. On l'a un peu sur la dette, mais avec la dette, on a le nez sur le guidon quand même. Hein. Voilà, avec ce qu'il faut faire pour la perspective 2029, pour être à 3%. C'est pas des visions, c'est pas des débats sur des visions à long terme. Vous avez fait beaucoup de films pour la télévision, avec Gabriel Le Baumin notamment, sur cette période. Et le président du on festival. va en parler, bien sûr. Voilà. On va parler du festival. Formidable réalisateur. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont vu ces films qui ont été diffusés on en a projeté ici. au printemps sur les procès de crimes contre l'humanité, qui étaient des films absolument exceptionnels. Et donc, vous avez vu, cet été, vous avez vu François Bayrou. Vous avez fait un post-scriptum, au fond. Vous avez On a fait avec Michel Cotta un film sur les 9 mois de François Bayrou, Ouais. avec un accouchement qui a été un peu difficile. Mais ce qu'on le voyait, c'était la première fois qu'on pouvait faire ça. Hein. Ça s'était jamais fait avant. On le voyait, on enregistrait pendant 1h30, 2 heures, toutes les 3 semaines. Et donc on a vu l'évolution de cette espèce d'équation qui n'avait pas de solution. Voilà. Alors moi je pense qu'il a réussi à faire comprendre la gravité de la dette. Après sur la tactique et puis sur l'impossibilité, ce qui est frappant dans le film, pour ceux qui l'ont vu, sinon si vous l'avez pas vu, vous pouvez regarder sur la plateforme de France Télévisions. C'est qu'on sent que peu à peu, il a parfaitement compris qu'avec les partis politiques actuels tels qu'ils sont et les enjeux politiciens vraiment court terme, il y a à peu près rien à faire et qu'il n'y a pas de solution. Et donc c'est le côté un peu effrayant du film, quoi. On voit très bien ça. Et vous continuez avec le Premier ministre actuel ou pas? Non, pas pour je le connais assez bien. Il est très habile, il est très sympathique. Mais vous avez vu l'état du paysage politique? Oui. Alors il fait des efforts, je ne sais pas s'il va y arriver. Et sans doute, s'il y a bien un sujet sur lequel je suis d'accord avec Dominique de Villepin, un seul, non, mais qui a plein de qualités par ailleurs. Il a quand même fait un immense discours en 2003. Hein. Oui. Mais Chirac, tiens, par exemple, en 2003, quand il dit non aux États-Unis sur l'Irak, c'était assez courageux aussi. Oui. Hein. C'était quand même, voilà. Non, Est-ce que vous pensez que je suis d'accord. Reposez-la moi votre question. Est-ce que vous pensez que Sébastien Lecornu va s'en sortir par non, voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon fil. C'est qu'il faudrait qu'il ait... Alors, ils sont tellement proches que c'est compliqué à imaginer, mais il faudrait qu'il ait une large autonomie
vis-à-vis du président de la République. Le problème aujourd'hui de Macron, c'est que, et du couple Macron-Le Cornu, c'est que pour qu'ils arrivent à réaliser une non-censure, il faut soit que Macron se renie sur sa politique fiscale, politique de l'offre, etc., etc. Pas sur tout, mais sur un certain nombre de choses. Jusqu'à présent, il s'y est toujours refusé. Soit que les socialistes acceptent des choses qu'on imagine mal qu'ils puissent accepter 5 ou 6 mois avant les élections municipales. C'est pour ça qu'on est dans une équation qui est vraiment incroyablement difficile. Est-ce que vous ne pensez pas que les socialistes sont tenus en laisse par LFI à cause des élections municipales? Je crois que maintenant la rupture est... Alors, on sait que vous avez tel ou tel dirigeant socialiste ou écologiste ou communiste qui ne peut être élu ou réélu député que s'il y a des bons reports des voix des insoumis. Mais il y a un moment dans la vie où il faut assumer. Hein, voilà. Et la rupture politique au sens noble du terme, au sens des idées politiques, des valeurs, la rupture entre la social-démocratie et les insoumis, elle est tellement visible par tous les Français qu'on voit mal qu'ils puissent continuer à se mettre d'accord. Votre livre précédent, c'était un livre sur les rapports entre les présidents de la République et les premiers ministres. Vous allez être obligé encore de l'enrichir. Il s'arrête à Elisabeth Borne, donc c'est avant la nomination de Bayrou, donc de Barnier, pardon. De Attal. Non, dans l'édition de poche, j'ai rajouté Attal. Alors après, il faudra rajouter Barnier, Bayrou, Le Cornu, c'est déjà... Oui, ça fait... faudra que j'en fasse un par trimestre à peu près. Voilà. Et trouver votre inspiration dans La Fontaine encore, puisque vous intituliez vos chapitres d'une fable de La Fontaine. Vous êtes là pour le week-end. Je ne voudrais pas casser le moral avec mon état d'esprit sur la situation politique. Hein, mais non, mais justement, je voudrais annoncer le programme du week-end, parce que vous êtes là pour travailler, mon cher Patrice. Vous êtes président du jury des journalistes. De la presse, voilà. De la presse. Mais il y a des films absolument formidables. Pour le festival... je ne sais jamais le nom, le festival de films politiques de la Baule. Il y a vraiment des... Je vous incite vraiment, je ne les ai pas vus, hein, mais j'en ai entendu parler déjà, et ils sont salués par la critique de ceux qui ont eu la chance de les voir. Alors ça se passe au cinéma Le Gulfstream, ça commence demain. Demain, il y a justement La femme la plus riche du monde, je crois, sur le film sur... on en parlait tout à l'heure, sur Bettencourt, sur Madame Bettencourt. Et puis, il y aura également un jury d'enfants, dont la présidente est Najat Vallaud-Belkacem. Oui. Et puis, quel est le troisième? Il y a un autre... je ne sais pas. Il y a un autre jury du public, je crois bien. Oui. Voilà. Et donc, ça se passe demain, après-demain et dimanche. Je crois que les résultats, le palmarès... La clôture et le palmarès, c'est samedi soir. Bon. C'est ça, Franck? Oui. Très belle. Ce festival est formidable. Hein. Franchement, je ne dis pas ça parce que je suis... la 3e édition, et c'est vrai. C'est vraiment une réussite totale. Et si on a de la chance, peut-être qu'on aura Madame Saint-Cric. Ça dépend de la rapidité avec laquelle ils font le gouvernement. Ah oui, parce que si le gouvernement... on va demander à Monsieur Le Cornu d'attendre lundi. Oui. Que Nathalie Saint-Cric vienne nous voir quand même. Oui, le problème, c'est qu'il fait une déclaration de politique générale, je crois, mardi, et il faut quand même, ce serait embêtant qu'il soit tout seul au banc du gouvernement. Oui. Bon, écoutez, on va croiser les doigts. Vraisemblablement, le gouvernement ne va pas être bouleversé. Ah, bon. En tout cas, les ministres régaliens vont sans doute rester... Ça, c'est des échos à l'intérieur, à la justice et aux affaires étrangères. Très bien. Mais pas à la défense, puisque... Et à la culture? C'est Clémenceau qui était à la fois président du Conseil et ministre de la guerre. Mais là, c'est plus la tradition. Bon, écoutez, on verra bien ce qui va se passer. De toute façon, vous viendrez nous commenter tout ça dans votre prochain livre. D'ici là, vous allez pouvoir signer votre livre à nos amis. Et mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver, je ne sais pas quand, mais au moins le 8 décembre avec Monsieur Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France. Remarquable. Oui. Passionnant.
un livre publié par François Daubert, d'ailleurs, qui est devenu éditeur et qui va tout nous dire sur le Vietnam, la Russie, enfin toute la situation étrangère. Et puis le 9 février, le juge Trévidic. Il y aura d'autres rendez-vous. Au mois de mars, je pense que nous aurons la visite de Madame Saint-Cric, si elle a terminé son roman. Ah non, mais ça, le livre sort début mars, donc ça, c'est sûr. Très bien. Alors, nous trouverons une date. Elle écrit entre minuit et 4 heures du matin. Alors, ah oui. Et vous prenez la relève? moi, je dors à ce moment-là. Oui. Bon. Très bien. Merci, cher Merci à Patrice. Merci, mesdames et messieurs. Et donc, Patrice Duhamel va vous signer ses livres en haut. Voilà. Merci.